Amis madridistas, bonsoir. Parlons Real pour parler du Real Madrid et parler de ce début de saison. Et pour en parler avec moi, l'inamovible Saad Aitroya, bonsoir. Bonsoir Taïeb, bonsoir docteur, bonsoir à tous. Et le docteur Gharbaoui, bonsoir. Bonsoir Taïeb, bonsoir Saad et bonsoir à tous les téléspectateurs de Parlons Réal. Alors, 9 matchs cette saison et 9 victoires. Comment on peut qualifier ce début de saison, docteur? Alors, je pense que les résultats qu'a eu le Real Madrid durant ces 9 premiers matchs de la saison 2022-2023, ça faisait plusieurs années que le Real n'affichait pas une telle performance. Dans la mesure où sur les 9 matchs joués, donc le plein total, donc 9 victoires. Ce qui est important, c'est que sur ces 9 victoires, 5 sont à l'extérieur, puisque les 3 premiers matchs du Real Madrid en Liga étaient tous à l'extérieur, parce que le stade Santiago Bernabéu était toujours en œuvre, et les 4 autres victoires étaient à domicile. Autre chose à remarquer, c'est le nombre de buts qui est assez correct par rapport à l'année dernière. En tout cas, le Real Madrid a marqué 24 buts et n'a encaissé que 6 buts. Le nombre de points en Liga actuellement est sur 6 journées, 3 points, ça fait 18. Et par rapport à l'année dernière, le Real Madrid avait déjà joué 7 matchs en Liga et n'avait recueilli que 17 points. Si on fait une petite analyse par rapport à l'année dernière, sur les 9 premiers matchs du Real Madrid, l'année dernière, il n'y avait que 6 victoires, alors que les 3 autres matchs, il y avait une défaite contre le Sheriff Tiraspol à Madrid et il y avait 2 nuls, dont un à domicile et un en externe. Pour les 6 autres victoires de l'année dernière, 4 étaient à l'extérieur et 2 étaient à domicile. Donc, grosso modo, si on fait une petite comparaison, je pense qu'on a marqué un but de plus, parce que l'année dernière, le Real Madrid avait marqué 23, mais on a encaissé 4 buts de moins. Le Real Madrid a encaissé l'année dernière 10 buts en 9 matchs. Donc, je pense que le Real a bien démarré. Le premier titre de la saison était la Supercoupe d'Europe. C'est dans la poche. Toujours premier en Liga, premier en phase de groupe. Donc, on ne peut pas espérer mieux. Effectivement, c'est le meilleur début de saison depuis la saison 1961-62 et la saison 68-69 avec Miguel Muñoz. Saad Aitroya, est-ce que tu es confiant dans ce début de saison? Enfin, est-ce que tu es confiant pour la suite? Donc, je pense que c'est assez mitigé dans ma tête. Pourquoi? Alors, je ne vais pas essayer de traiter une approche basée sur les chiffres. C'est plutôt basé sur le ressenti qu'on a lorsqu'on regarde les matchs du Real Madrid. Alors, pour l'année dernière, on sait que c'était un peu délicat parce qu'il n'y avait pas vraiment confiance en Carlo Ancelotti. Il ne faut pas se le cacher. À l'époque, c'était un entraîneur qui a enchaîné une expérience pas très glorieuse au Bayern de Munich et puis il fait un rebond à Everton qui est un club de mid-table, comme on dit en Angleterre. Du coup, c'était plus une solution pacifique pour la direction afin d'assurer une transition sans problème. Un coach qui ne va pas demander beaucoup de transferts, un coach qui sera là pour justement essayer de gérer le volet humain. Donc pour moi, c'est ce qui a le plus marqué le début de saison de l'année dernière. C'est qu'on avait un groupe qui n'était pas tellement soudé, le départ de Sergio Ramos qui est le capitaine emblématique. On commence à sentir que Florentino Pérez, il a vraiment décidé de détruire l'ancienne ossature du club et démarrer une nouvelle. Du coup, c'était très mitigé. Et on sentait que le club n'était pas tellement
présent sur la scène espagnole et européenne, surtout ce qui a été marqué par la défaite contre le Sheriff Tiraspol, qui, bon, pour eux, je pense que c'est ce qu'ils ont réussi le mieux de leur histoire, et ça a marqué aussi un grand point d'interrogation au sein du Real Madrid. Est-ce qu'on est en train d'avoir la bonne approche pour passer à la nouvelle étape du club? Alors bon, la saison, elle s'est terminée de manière différente. Donc, pourquoi pour moi ces 9 premiers matchs cette année ils offrent une meilleure sensation parce que de un, sur les derniers matchs surtout, sans Karim Benzema, on arrive à marquer, on arrive à gagner un derby. Les jeunes sont en train de prendre une nouvelle dimension, mais surtout, je pense qu'il ne faut pas trop se laisser aller parce que j'ai toujours en tête la saison 2014-2015. On avait démarré en feu, jusqu'au match de Valence au février, donc où tout a chuté d'un coup. C'était avec Carlo Ancelotti aussi. Du coup, oui, il y a de quoi être positif, il y a de quoi bâtir sur une excellente saison, mais il ne faut pas se fier aux chiffres. Il faut attendre et aller sereinement, comme tu dis. Alors, il est évident que pour revenir un peu au Sheriff Tiraspol, c'était son premier match de son histoire en Ligue des Champions et ils l'ont gagné contre le Real Madrid. Alors, question effectif. L'année dernière, c'était Ramos qui est parti. C'était Alaba qui était venu. Cette année, on a vu contre toute attente Casemiro qui est parti, mais on a vu qu'un Chouameni. Tchouaméni sur le terrain était, bon, il ne l'a pas fait oublier, évidemment qu'on n'oubliera pas Casemiro, mais disons que sur le terrain, il n'y a pas de carence à ce niveau-là. Et il y a aussi la venue de Rudiger. Alors, docteur, cet effectif par rapport à l'année dernière. Moi, je pense que l'effectif de cette année, comme je pense c'est la troisième phase de la transition elle-même, étant donné que au cours de la première phase sont partis Ronaldo et compagnie, deuxième phase est parti Ramos, Varane et compagnie, et la troisième phase de nettoyage, donc Marcelo, Isco, Gareth Bale et compagnie, et Casemiro qui était en dernier lieu. Maintenant, l'effectif de Real Madrid au niveau de la défense centrale, je parle, c'est correct. Le seul problème au niveau de la défense, ce sont les latéraux, et ça, c'est une évidence. Le Real Madrid n'a pas de latéraux de substitution, si j'ose dire, qui peuvent remplacer aussi bien Carvajal et Mendy lui-même, qui n'est pas vraiment très, très performant. Donc, le problème de Real Madrid, ce sont les latéraux. Alors, en ce qui concerne le milieu de terrain, il n'y a plus rien à dire. Nous avons un milieu de terrain très, très jeune, mélangé et amalgamé avec les anciens, qui sont Toni Kroos et Luka Modric. Kamavinga s'améliore de jour en jour. Chouameni, une rapidité extrême d'intégration dans le système de jeu, que ce soit d'Ancelotti lui-même ou du Real en tant qu'entité. Au niveau de l'attaque, on a aussi un vrai problème. C'est vrai qu'avec la blessure de Benzema, tout le monde avait la main sur le cœur. On avait peur que les jeunes ne puissent pas marquer, mais je pense qu'on s'en est sorti. Maintenant, on s'en est sorti contre des clubs plus ou moins faciles, si j'ose dire, comme le Celtic de Glasgow ou comme L'Atlético de Madrid. l'Atlético Madrid n'est pas un club facile, mais ça, c'est un match qui est particulier. Le derby n'obéit pas aux règles de présence d'un joueur ou tel joueur. Ce n'est pas un exemple à donner. Les classicos et les derbys, il ne faut pas donner avec. Moi, je parle des matchs classiques comme Almeria, comme je ne sais quoi, Levante l'année dernière. Ça, ce sont des matchs où on peut donner des exemples d'une absence ou de présence d'un joueur. Mais les classicos et les derbys, moi, je ne préfère pas les utiliser comme. Donc, il nous faut un avant-centre de garantie pour pouvoir remplacer Benzema. Et pour le reste, je pense que le Real Madrid est bien garni. De toute façon, l'effectif, tout le monde avait, avec l'effectif de cette saison, tout le monde avait dit oui, il n'y a pas de remplacement de Benzema, mais comme tu l'as si bien dit, le vrai problème
ce n'est pas celui-là. C'est parce qu'on a vu que Ancelotti avait mis Rodrigo en faux neuf et que jusque-là, ça a, disons, bien marché. Le problème, c'est les latéraux. Saad El Khouya, quels sont, à ton avis, les tops et les flops dans ces 9 premiers matchs au Real Madrid? Je pense que le top, on est tous d'accord à dire que c'est Federico Valverde, qui, au-delà de l'apport qu'il a au niveau du jeu du Real Madrid, est en train de passer un cran au niveau de l'importance qu'il a au sein du vestiaire, mais sur le terrain également. J'ajouterais aussi, à titre personnel, c'est une préférence personnelle, Aurélien Tchouaméni, parce que son intégration, elle est juste incroyable. Le fait qu'il ait besoin de quasiment un, deux matchs pour poser sa patte de patron au milieu de terrain, on ressent limite l'absence de Casemiro. En plus de ça, bon, moi j'en rigolais, je disais que Casemiro, de temps à autre, dans sa tête, ça devient Pirlo, mais pour Tchouaméni, les passes, ça passe. Donc c'est ça la grande différence, c'est qu'il a une excellente relance, une bonne vision de passe et une qualité de passe qu'on ne retrouvait pas forcément chez Casemiro, dont il n'avait pas sincèrement besoin, parce que quand tu as Toni Kroos à côté ou Luka Modric, ça devient hyper facultatif. Donc oui, trois passeurs de qualité, plus un profil physique comme celui de Tchouaméni, plus une intégration rapide, ça permet au Real Madrid de bien relancer sa saison. Troisième top, je dirais, à titre personnel, Vinicius, parce que pour moi, bon, c'est un joueur qui arrive encore à dribbler avec une facilité déconcertante, c'est un joueur qui arrive encore à marquer, c'est un joueur que s'il ne donne pas un assist, il marque un but, et s'il ne fait pas les deux, il participe vraiment dans l'action du but. Pas il participe, mais il use les défenses. Il use les défenses. On en reviendra. Exactement, Exactement, c'est quelqu'un qui a réellement un impact sur le jeu et je trouve ça quasiment incroyable que c'est là vraiment, pour moi, c'est la saison de confirmation pour Vinicius. Il a une bonne cadence de but, il est sur un bon rythme d'assise, donc pour moi, oui, c'est un top joueur. C'est juste que là, cette année, on est un peu habitué à l'année dernière, du coup, on ne ressent pas vraiment ce qu'il est en train de réaliser parce que c'est un peu normalisé sur un match. S'il ne donne pas un assist, s'il ne dribble pas 4-5 joueurs, bah, il marque. Donc pour moi, c'est les trois tops. Une petite mention spéciale à Thibaut Courtois aussi, qui réalise un excellent début de saison et qui a banalisé ce qu'il réalise actuellement parce qu'on ne le sent pas, mais c'est un gardien qui sort quand même en moyenne un but et demi par match. Et ça, c'est pas à négliger lorsqu'on voit certains clubs en train de galérer à trouver un bon gardien. Pour moi, les flops, mention spéciale à Ferland Mendy, qui est de loin devant comme le flop du début de saison. C'est un joueur que j'aime bien à titre personnel, je le suis depuis l'époque de Lyon. Je n'ai absolument rien contre lui. Je pense que s'il se reprend défensivement, il y a moyen de relancer sa saison parce que c'est quelqu'un qui est quand même un mur derrière. Offensivement, moi, je rejoins l'hypothèse qu'on ne retrouvera jamais un remplaçant de Marcelo parce que je pense qu'il faut arrêter de chercher ce profil-là. Euh, pour moi, un arrière gauche, il doit défendre avant d'attaquer. On a eu l'occasion d'avoir un arrière gauche légendaire. Marcelo, c'est une fois tous les 100 ans. Et vous n'allez pas m'entendre dire ça souvent, surtout, lui faire des éloges. Donc, j'insiste dessus. Pour moi, un latéral gauche, il doit défendre. Donc, Mendy, j'espère qu'il va se ressaisir, mais son début de saison, il est vraiment catastrophique. Et la Junta directive en est conscient. Carvajal en deuxième position, mais il a sorti quand même de bons matchs. C'est juste qu'il n'a pas la régularité depuis sa blessure. On comprend qu'avec l'âge, c'est quelqu'un qui essaie de se préserver pour les matchs qui importent. Et on le retrouve parce que pour moi, je garde en tête sa performance contre Manchester City en finale. Donc, c'est un joueur, quand il faut qu'il soit là-bas, il est là. Et quand il faut y être à moitié, il n'y est pas. Donc, tu vois, il faut juste qu'il réajuste un peu son équilibrage. Concernant les latéraux gauche, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas eu que Marcelo. Marcelo, on a eu Roberto Carlos et Marcelo dans la foulée. Alors, pour retrouver ces joueurs-là, il va falloir chercher longtemps. Alors, docteur, tactiquement, nous avons vu cette saison que le Real Madrid offrait, entre guillemets, la première mi-temps et se réveiller la deuxième pour porter les stockades, et ce, dans les 8 premiers matchs. Et ça a différé dans le derby où le Real Madrid avait fait la différence dès la première mi-temps. Est-ce que c'était une tactique ou
ou c'était juste comme ça? En fait, cette idée que le Real Madrid ne se réveille qu'en deuxième mi-temps, elle ne date pas seulement de cette saison. On a vu la saison dernière comment le Real Madrid, surtout en Champions League et même au cours de plusieurs matchs en Liga, ne poussait un peu le bouchon qu'en deuxième mi-temps. Moi, j'ai l'impression que sur le plan tactique, ce n'est pas vraiment voulu, mais je pense que c'est le physique qui l'impose. L'état physique du Real Madrid avec Pintus s'est nettement amélioré depuis la saison dernière. Et moi, j'ai l'impression que les joueurs et les directives aussi bien du staff médical, le staff physique et aussi Ancelotti, donc les directives seraient de savoir manager et de savoir gérer l'effort physique. Vous allez me dire pourquoi ne pas plier les matchs durant la première mi-temps et gérer ce qui reste. Ça, c'est peut-être le choix de l'entraîneur, c'est peut-être le choix même des joueurs, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que en poussant le bouchon jusqu'en deuxième mi-temps, ce dont on est sûr, c'est que l'adversaire est épuisé. Parce que quand je revois plusieurs fois les matchs de Real Madrid, les meilleurs opposants se sont fatigués à partir de la 70e minute. Et donc, c'est là où le Real carburait. Donc, s'agit-il d'une tactique vraiment voulue ou non? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le physique y est pour quelque chose. Nous avons, ce qu'on disait tout à l'heure dans les 8 premiers matchs, Vinicius usé. Nous avons eu, en tout cas, c'est mon ressenti, Vinicius usé les défenseurs, et même le milieu de l'équipe adverse. Il y avait même des Madridistas qui disaient ouais, mais il en fait trop. Mais justement, c'est qu'en faisant trop, il les use et le Real Madrid, et même lui, porte l'estocade en deuxième mi-temps. Nous avons vu que seul le derby, ça a différé. Il n'a pas joué de la même façon, mais nous avons bien Saad Eithrouia, nous allons en parler quand même parce que c'est quand même important et grave. C'est la cabale des Indios. Je vais, comment dire, je vais utiliser ce mot et dorénavant, je n'utiliserai que ce mot pour parler de cette équipe-là. La cabale médiatique raciste des Indios envers Vinicius, qui a fait que quand même ça a changé sa façon de jouer. C'est d'être là. Exactement. Donc, l'idée, c'était de déstabiliser Vinicius depuis le début de la semaine. Je pense sincèrement que le dérapage médiatique qu'il y a eu au sein d'une émission dont je ne vais pas citer le nom, par quelqu'un dont je ne vais pas citer le nom, c'était pas vraiment pour rendre service à l'Atlético, c'était juste, bon, on connaît, c'est un talk show où il y a beaucoup de comédiens en quelque sorte, donc les dérapages, ils sont habituels, mais ça ne justifie en aucun cas ce qui a été dit. Euh, pour moi, le club, la communication du club, la communication de Vinicius, elle a très bien géré la situation parce qu'il pouvait avoir une réaction qui est assez violente, rentrer dans un conflit direct avec le capitaine des Indios Coquet. Donc, non, au contraire, l'affaire a été bien traitée médiatiquement par les équipes de Vinicius. Il y a eu un hashtag qui a été lancé sur Twitter. Il y a eu les Brésiliens qui ont commencé à être solidaires. Même Pelé a... Exactement, et je remercie, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'apprécient pas tellement au sein du club, mais je remercie vraiment Neymar Junior parce que c'était le premier à supporter le hashtag, c'était le premier à supporter publiquement Vinicius. On sait son impact médiatique, on sait le poids qu'il a au sein de la sélection brésilienne. Du coup, il a vraiment couvert Vinicius Junior. Il a fait ce qu'il fallait. Il a fait de son maximum pour que le maximum des joueurs se solidarisent avec lui, ce qui a été vraiment le cas. Du coup, pour moi, ça devait être en quelque sorte un gros boost pour Vinicius Junior et même pour l'équipe qui cherchait à faire marquer, à un tel point que même Neymar, il avait lancé un tweet en se réveillant le jour du derby en disant qu'il souhaite que Vinicius marque aujourd'hui. Donc pour moi, ça a été une semaine très mouvementée où au contraire,
Il a reçu le support de tout le monde, communiqué officiel du club. Florentino Pérez s'est déplacé à titre personnel pour le rassurer, pour lui dire qu'il avait toutes les instances du club à son côté et que le club allait faire son maximum pour bien gérer l'affaire. Par contre, je pense que le décalage, c'était. Si vous avez vu, il y avait une vidéo avant le début du match, les Brésiliens d'Atlético étaient venus parler à Vinicius pas pour l'encourager, mais pour s'expliquer. Je pense, il y a Cunha, je pense que c'est un joueur brésilien de l'Atlético, il avait expliqué que ce qui s'est passé, c'est pas à cause de ce que Koke a dit, mais à cause d'une autre personne, et que le capitaine, il a tout simplement fait part de son opinion qu'on doit respecter, mais il n'y a rien qui justifie le racisme. Donc, au sein de l'Atlético, je pense que s'il n'y avait pas tout ce cirque médiatique, si on le qualifie comme ça, je pense il y aurait eu blessure sur Vinicius le dimanche. C'est-à-dire même ce qu'on a vu comme violence à son égard, à l'égard de l'équipe, avec toute la décharge physique qu'ils ont essayé d'apporter au match, je pense que pour moi, ils ont beaucoup freiné parce que avec tout ce qui se passait, en plus de ça, tu fais exprès de l'envoyer en blessure, ça aurait été un très très grand chaos. Bon, lui, au niveau du match, il avait la tête ailleurs parce qu'il était hyper focalisé sur marquer le but et non pas jouer son jeu. Je pense que c'était ça l'erreur. Pour moi, il fallait qu'il aborde son match de manière différente. C'était pas évident. Nous juste rappeler que Coquet avait dit que si Vinicius marquait et dansait, qu'il fallait qu'il s'attende à que ça allait mal se passer. Et c'est déjà un message vraiment de haine qui est inadmissible à ce niveau-là. Docteur, ton avis et ton ressenti sur cette histoire, sur cette affaire Vinicius? Alors, ça, c'est un fléau. Il faut que nos supporters, ou enfin nos téléspectateurs sachent une chose, c'est que le problème de discrimination raciale existe en Espagne depuis des décennies et des décennies. Je pense que ce n'est pas seulement Vinicius, il y a beaucoup de joueurs qui ont payé les pots cassés de ces attitudes. Ni la Liga, ni le gouvernement espagnol n'ont pas pu stopper ce fléau. Je pense que ça va aller beaucoup plus loin que ça. Voilà. Donc, il faut que Vinicius se concentre sur son jeu, sur ses buts, et que ça vienne de la part des Indios ou d'autres équipes ou clubs, peu importe, il faut qu'il joue et qu'il marque. Voilà. Le plus grave pour moi, c'est que celui qui a lancé toute cette campagne, c'est pas Monsieur Tout-le-Monde, ce n'est pas un fan de l'Atlético, mais c'est quand même quelqu'un qui a une fonction dans le foot du Real Madrid. C'est quelqu'un qui s'occupe alors ça aurait pu être son joueur, Vinicius. Oui. C'est ça le problème. Alors, nous allons passer au calendrier. Le mois d'octobre est un mois très, très chargé puisqu'il y a la Coupe du Monde qui arrive. Pas moins de 9 matchs pour le Real Madrid, 6 en Liga et 3 en Ligue des Champions, et surtout avec un classico en plein milieu. Docteur, est-ce que Pintus n'a pas préparé les joueurs dans les 9 premiers matchs en fonction de ce mois d'octobre? Est-ce que justement les premières mi-temps données par le Real Madrid, est-ce que ce n'est pas une continuité de ce calendrier, enfin la préparation de ce calendrier plutôt? Ben justement, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, le physique y est pour quelque chose. Pintus, lorsqu'il prépare, enfin Pintus ou autres, les grands staffs qui se chargent de la préparation physique et foncière des joueurs savent ceci. Donc, tous les clubs savent qu'on a un mondial au tournant, les matchs seront vraiment très serrés tous les 3 jours. Là, on voit qu'on a 9 matchs durant le mois d'octobre. Et les joueurs n'ont pratiquement pas de temps pour récupérer. C'est pour ça que moi, je pense que le Real Madrid joue un demi-match par match, en fait. Donc, on se repose plus ou moins en première mi-temps, on gère, et en deuxième mi-temps, on carbure pendant 20-25 minutes et le match est plié. Je pense que s'il garde cette même attitude
ce qui nous importe, nous, enfin, ce sont les résultats. C'est vrai qu'on risque de se faire prendre par 1 ou 2 buts un jour dans un match quelque part ou contre n'importe quelle équipe, même petite, si j'ose dire. Ça va arriver un jour, ça c'est sûr, les accidents, ça arrive. On ne peut pas tout gagner. Mais je pense que si le Real Madrid gère les matchs décisifs et les matchs importants, donc surtout en Liga contre les poursuivants directs et en Ligue des Champions, où Pintus et compagnie vont essayer de verrouiller définitivement le groupe durant les 2 matchs qui suivent contre le Shakhtar, j'ai l'impression qu'ils arriveront au mondial avec une belle performance et beaucoup de chance pour reprendre après en 2023. Saad El Khouya, est-ce que si ce virage à ton avis, si ce virage du mois d'octobre 2022 se négocie bien, est-ce que le Real Madrid aura fait un premier pas? Non. J'ai déjà donné l'exemple de la saison 2014-2015. En Ligue des Champions, on s'en fout carrément de ce que tu as fait avant le mois d'avril. En Liga, la différence, c'est que l'année dernière, on était conscient que les Indios, ils étaient hors course et que le Barça, il avait beaucoup de difficultés. Cette saison, ce n'est pas le cas. Il colle vraiment, donc on a une petite avance qui peut être rattrapée par le Classico. Donc pour moi, comme toi tu dis, le Classico, c'est un match à 6 points, c'est pas un match à 3 points. Et même gagner, on n'est pas à l'abri. Donc pour moi, en fait, il y a des phases. La première phase, c'est jusqu'au début du mondial, parce que le mondial, justement, il a un impact sur le physique, comme a expliqué Dr. Herbaoui. Après, on a la phase après-mondial, mois de mars, qu'il faut gérer avec le moins de blessures. Donc Oui. pour moi, c'est fin mars où on doit essayer de voir l'effectif à disposition, les joueurs qui sont en forme, pas en forme, parce que, qu'on le veuille ou non, l'après-mondial, il génère toujours des baisses de niveau incroyables, surtout si on a des joueurs qui partent très loin dans la compétition, pas à cause du physique, mais à cause de la charge mentale nécessaire pour réussir un mondial. Après la dernière phase, bon, c'est entre les mains de Dieu chaque année et de la minute 89 à la minute 94. De toute façon, si le Real Madrid réussit ces 9 matchs, et s'il réussit le Classico, il aura quand même pris un ascendant et il fera encore plus peur puisqu'il y a justement Mondial. oui, il y a le mondial. Il y a aussi surtout ce qui s'est passé l'année dernière et que le Real Madrid a démontré que même comment dire, même en phase de transition, il est très, très fort. Alors, cette émission est maintenant terminée. Nous espérons vous revoir dans la prochaine. En attendant, à la Madrid, Damas. À la Madrid. À Madrid.